Prime des intervenants à l'Exeda et au TENAFEP impayés depuis 2 éditions. Dans quelles conditions travaillent les inspecteurs de l'EPST? Le débat au féminin en parle avec Gisèle Sessama, Pauline Moulenda, Francine Anso, toutes inspectrices à l'EPST et membres du syndicat des défenses des droits des inspecteurs de l'EPST, Sidedri en sigle. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion dimanche après le journal de 19h. Fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM, chers amis internautes, bienvenue à ce nouveau numéro du débat au féminin, votre magazine que vous retrouvez tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion le dimanche après le journal de 19h, le débat au féminin. Vous le savez, c'est une émission réalisée, coordonnée par Miguel Mena, une émission de ce jour, le numéro de ce jour est dirigé et coordonné par Miguel Mena, comme je venais de vous le dire. La prise de son est assurée par Jacques Nzinga et Patrick Mungongo se trouve du côté de l'unité vidéo. Merci à Isabelle Moengo qui nous aide également dans la préparation de cette émission. Il joue un rôle important dans le contrôle, la formation et l'évaluation au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les inspecteurs dénoncent depuis quelques mois les conditions dans lesquelles ils travaillent. Ils ont multiplié des manifestations pour faire entendre leur voix. Et votre émission, le débat au féminin, se penche aujourd'hui sur les conditions socio-professionnelles des inspecteurs de l'EPST. Vous le savez, cette année scolaire 2022-2023 est placée sous le signe de la trilogie inspectorale que l'on peut comprendre par le renforcement du contrôle, de l'évaluation et de la formation. Pour en parler, nous recevons Madame Pauline Moulenda, trésorière provinciale Kin Moamba. Bonjour Madame Pauline. Bonjour Madame. Nous recevons Gisèle Sessama, trésorière nationale. Bonjour Madame. Bonjour. Madame Francine Ansobi, elle est conseillère au niveau national. Toutes trois sont inspectrices à l'EPST, mais également membres du syndicat de défense des droits des inspecteurs de l'EPST, Sidedri en sigle. Alors, mesdames, qu'est-ce que le Sidedri, votre syndicat, et comment se présente votre structure, Madame Gisèle? Notre syndicat s'appelle Sidedri. C'est le syndicat de défense des droits des inspecteurs que nous sommes membres. Madame Pauline, est-ce qu'on peut en quelques mots avoir les structures de votre syndicat? Comment votre syndicat est organisé? Oui. Nous avons à la tête la coordination, nous avons le secrétariat général, nous avons les bureaux provinciaux, nous avons les pôles, là où on trouve les délégués des pôles, et nous avons les inspecteurs membres et nos agents. Vous êtes seulement à Kinshasa ou on vous retrouve également dans les 26 provinces du pays ou dans les... Aujourd'hui, il y a combien de provinces éducationnelles à l'EPST? 26 provinces. 26 provinces à l'EPST. Les provinces éducationnelles, on a 58? 58 provinces éducationnelles. Vous êtes dans les 58 provinces éducationnelles? Oui. Ça veut dire que vous êtes répartis dans les 26 provinces administratives de la RDC. Oui, d'accord. Merci beaucoup, mesdames. Vous venez de nous donner comment se présente votre syndicat, mais est-ce que c'est facile d'être femme syndicaliste en République démocratique du Congo et particulièrement dans votre secteur qu'est l'EPST? On va commencer avec Madame Francine, qu'on n'a pas encore écoutée. Je pense qu'il est très difficile d'être une femme syndicaliste parce que nous rencontrons beaucoup de difficultés et que quand nous donnons notre voix et nous avons des difficultés par nos autorités et nous faisons l'effort de surmonter. Donc, il est très difficile d'être une femme syndicaliste. Madame Pauline, est-ce que c'est facile particulièrement pour vous d'être syndicaliste et particulièrement au niveau de l'EPST? C'est difficile parce qu'on a des difficultés pour nous attendre là-haut. Ça veut dire? Parce que quand nous parlons, quand nous osons à donner notre besoin ou à déplorer ce que nous avons besoin, c'est difficile à nos chefs hiérarchiques de nous faire comprendre.
Madame Gisèle, est-ce que vous vous exposez à plusieurs dangers qui touchent particulièrement votre travail à chaque fois que vous assistez à des actions, parce que les syndicats, on sait, hein, c'est souvent des marches, des sit-ins, c'est souvent du bruit qu'on va faire devant les bureaux, devant la présidence, la primature. Est-ce que c'est facile de faire ça? Est-ce que vous êtes victime parfois des représailles qui touchent à votre travail de tous les jours? Si nous sommes des victimes, chaque fois quand nous sommes sur le terrain, on nous menace à tout moment. Par exemple, les autorités nous appellent, on vous arrête aussi et parfois on vous menace, on vous suspend aussi. Et il y a aussi des bagarres et le reste. Et il faut se défendre sur le terrain. C'est ce que nous sommes habitués à vivre ça. Mais ça, c'est une réalité qui touche à toutes les femmes syndicalistes. Ce n'est pas une réalité particulière à l'EPST. Si, ça touche à toutes les femmes syndicalistes. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, parce que là, vous avez essayé un peu de nous dire les conditions des femmes syndicalistes en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est facile d'abord d'être aligné quand il y a des négociations, par exemple, les commissions paritaires qui se tiennent? Est-ce que dans les syndicats, on prend souvent les hommes ou c'est les femmes? Vous pouvez répondre, hein, Mila. C'est très difficile. On nous prend difficilement. Pourquoi? Nous ne savons pas pourquoi ils préfèrent les hommes que nous, les femmes. Alors que nous aussi, nous avons les arguments solides à avancer, mais ils considèrent plus les hommes que les femmes. Je ne sais pas comprendre pourquoi vous êtes femme. Est-ce que ça veut dire que les femmes, au niveau des syndicats, vous ne savez pas très bien faire entendre vos voix? Madame Pauline, vous ne faites pas entendre vos voix au niveau des syndicats. Voilà pourquoi les hommes qui sont avec vous dans les syndicats préfèrent aller seuls au niveau des négociations, parce que les syndicats, on sait que c'est le partenaire du gouvernement avec lequel le gouvernement prend souvent langue pour écouter, comprendre les revendications. Pourquoi on préfère emmener les hommes dans les négociations? C'est peut-être pour que seuls les hommes bénéficient des per diem et de toutes les autres des avantages liés aux travaux? Justement, c'est la loi de la nature, surtout africaine. Les hommes sont trop égoïstes, premièrement. Deuxièmement, la femme a l'art de la vérité. Quand la femme est là, il y aura la vérité qui sera étalée sur la table et l'homme a peur de la femme. C'est pour cela qu'ils nous évitent pour que nous ne puissions pas être à côté d'eux pour aller faire de n'importe quoi. Mais votre syndicat est quand même dirigé par un homme. C'est quoi là? Même dans votre syndicat, les femmes ne se retrouvent pas facilement? Dans notre syndicat, les femmes se retrouvent. Et surtout, en première position, on place les femmes. On place les femmes que les hommes. Ça veut dire que vous êtes un jeune syndicat? Nous sommes les jeunes syndicats au niveau de l'EPST. Et c'est la voix de la femme qui est plus considérée que de l'homme au niveau du syndicat. Mais ce qui nous étonne, quand on arrive au niveau de hiérarchie, hiérarchie préfère les hommes que les femmes. Ils nous minimisent en disant, ils croient que nous n'avons pas de matières et tout ça, alors que nous avons des matières solides. Des matières solides à donner aux autorités. Mais les autorités ne nous considèrent pas. Ils considèrent plus les hommes que nous. Nous ne savons pas passer, nous sommes des Africains, hein, l'homme est toujours au-dessus et la femme est... Oui, il y a Madame Francine qui veut placer un mot. Ça signifie que quand nous arrivons devant les autorités, ils demandent en premier lieu qui est votre coordonnateur. C'est à ce moment-là qu'ils prennent un homme. Alors, dans notre syndicat, nous avons les coordonnateurs, nous avons les secrétaires, ce sont les hommes. Donc, nous venons à 3e, 4e position. Donc, nous ne sommes pas à mesure d'entrer parce qu'on prend les coordonnateurs et les secrétaires. Ça veut dire que même au niveau des syndicats, la parité n'est pas tellement respectée. Non, ce n'est pas respecté. Et c'est un combat que vous devez mener pour... C'est notre combat. Alors, mesdames, l'inspecteur. À l'EPST, on entend vraiment parler de l'inspecteur. C'est une personne qui a un rôle important à jouer à l'EPST. Madame Francine, et on va faire le tour parce que vous êtes toutes
inspectrice. C'est quoi le rôle de l'inspecteur au niveau de l'EPST? Les inspecteurs ont un rôle capital à jouer dans l'inspection. Donc, ça signifie qu'ils ont une promotion dans la qualité de l'enseignement. C'est ça le rôle primordial des Donc, quand on dit aujourd'hui que notre éducation a perdu sa qualité, c'est vous êtes quelque part responsable. Je n'ai pas dit ça. Vous êtes les garants de la qualité. Nous avons les garants de la qualité. Donc, l'enseignement de la qualité sur l'ensemble du territoire national. Et si aujourd'hui, on dit que l'enseignement a baissé, il faut voir aussi les conditions qu'on nous donne dans un premier temps, parce que maintenant, tout le monde est à l'école. Les enfants sont à l'école. Nous devons avoir des places pour enseigner les enfants. Les enfants, parfois, sont par terre. Alors, il faut chercher des moyens pour que les enfants puissent être en de bonnes conditions. Alors, nous, inspecteurs, nous sommes tenus à faire l'effort pour que les enfants soient dans de meilleures conditions. Et nous aussi, notre condition doit être meilleure pour que la qualité puisse avancer. Si les conditions ne sont pas meilleures, c'est vraiment difficile pour que nous puissions aller de l'avant. Madame Gisèle, c'est quoi le rôle de l'inspecteur? Le rôle de l'inspecteur, c'est de contrôler, de former et d'évaluer au niveau de l'EPST. Donc, nous devons former. D'abord, vous formez qui? Nous formons les enseignants. Nous formons les enseignants. Nous formons leurs administrateurs, comme les directeurs, les préfets. Nous devons les former aussi. Donc, nous sommes là pour former. Nous sommes là pour contrôler d'abord. Je dois d'abord connaître, quand on arrive quelque part, je dois d'abord connaître la qualité de l'école, à quoi sert cette école, et qui dirige cette école, comment il dirige l'école. Et après avoir constaté comment les professeurs donnent cours et le reste, si je trouve que ça ne va pas, je suis obligée de passer par la formation. Mais est-ce que les inspecteurs passent toujours dans les écoles, comme il y a quelques années où on pouvait être dans les salles des classes? Je me souviens, à l'école primaire, on avait des inspecteurs qui venaient, ils se mettaient au fond de la salle et les enseignants s'arrangeaient toujours pour faire parler les élèves les plus brillants, ces élèves-là qu'on choisissait. Est-ce que ce travail-là se fait encore aujourd'hui? Oui, jusqu'aujourd'hui, ce travail se fait. Mais comme avant d'arriver ici, je viens d'inspecter. Je viens d'inspecter et je suis arrivée ici pour passer à votre émission. Donc, nous le faisons régulièrement, chaque jour. Mais est-ce que c'est toujours comme c'était avant? Oui, c'est toujours comme c'était avant. Malgré nos difficultés, mais nous sommes toujours sur terrain. Nous sommes toujours sur terrain. Madame Pauline? Oui, nous sommes sur terrain. Vous êtes inspecteur dans quel secteur? Moi, je suis des pôles primaires Matete 1. C'est facile là-bas d'aller dans les écoles? L'accessibilité dans les écoles? Très difficile, très difficile. Nous travaillons dans des conditions qui ne sont pas appropriées pour nous en tant qu'inspecteurs. L'année scolaire en cours 2022-2023 a été placée sous le signe de la trilogie inspectorale. Est-ce que vous êtes aujourd'hui dans les conditions qui vous permettent de jouer pleinement votre rôle, de rendre effective cette trilogie inspectorale? On va commencer avec Madame Francine. Merci. Et on reviendra à vous. Merci pour la parole. Nous sommes vraiment à mesure de faire cette trilogie. Vous avez toutes les conditions sont réunies pour... Nous n'avons pas toutes les conditions, mais nous avons la volonté de les faire. Parce que... La trilogie, est-ce que vous pouvez aider nos auditeurs à comprendre? Si nous parlons de la trilogie, il y a 3 missions qui sortent dans la trilogie. Il y a les contrôles, il y a la formation et il y a l'évaluation. Et dans les contrôles, nous partons dans les écoles, en commençant par les administrateurs comme les préfets, vérifier leur administration, comment ils évoluent. Et nous faisons aussi ces 3, comme on vient de dire tout à l'heure, comment voir les enseignants, comment ils enseignent à l'école, comment ils donnent cours. Nous appelons ça C3, notre formule C3. Donc nous le faisons chaque jour. Et quand nous parlons d'évaluation, nous voyons à la fin les acquis des élèves. Par exemple, à la fin de l'année, avril, ici au mois de mai, nous allons faire la dissertation. Nous allons évaluer les acquis des élèves pour voir est-ce qu'ils sont capables de faire les examens d'État. Donc, ce sont les trois missions dans la trilogie que nous avons cette année ici.
On a nommé, on a dit, c'est l'année de l'inspecteur, donc la trilogie de l'inspection. Donc nous sommes dans ça. Mais les conditions sont difficiles. Nous espérons que malgré notre difficulté, nous allons aller de l'avant et nous allons faire quelque chose pour que notre ministère puisse aller de l'avant. C'est ça ce qui est important. Mais nous espérons qu'eux aussi vont penser à nous donner quelque chose, ne fût-ce que répondre à nos besoins. Mais c'est très difficile, notre travail est très difficile. Madame Pauline, est-ce que c'est facile de rendre effective la trilogie inspectorale sur le terrain? Je crois qu'on vous avait confié la mission de faire le contrôle des dossiers des enseignants, si je ne me trompe pas. Il fallait également contrôler parce que parmi les enseignants, il y en avait qui n'avaient pas les qualités requises. Est-ce que ce travail-là est en train d'être fait? On a vu quelques écoles qui ont été fermées parce que ne répondant pas aux normes. Est-ce qu'on peut dire que les inspecteurs se sont finalement réveillés? Moi, j'ai dit, la condition n'est pas toujours bonne. Si la condition était bonne, on devait être heureuse. Nous ne sommes pas heureuses. Donc, nous travaillons pour l'amour de notre patrie, mais il n'y a pas vraiment de bonnes conditions. Mais est-ce que vous avez quand même, malgré les mauvaises conditions, pu faire ce travail de contrôle des documents qui vous avaient été confiés, contrôle des documents du personnel, contrôle des documents des élèves et même la viabilité des écoles? On a vu quelques écoles qui ont été fermées. Oui. Nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de faire cela et nous continuons toujours à faire cela. Et bientôt là, nous allons donner nos rapports à nos hiérarchies pour permettre à la hiérarchie de fermer quelques écoles. Et il y a d'autres écoles. Vous savez, chez nous au Congo, nous avons des difficultés parce que beaucoup d'écoles ici au Congo sont des écoles privées. Ce ne sont pas les écoles de l'État. Les écoles de l'État maintenant sont devenues moins, tandis que les écoles privées sont devenues très nombreuses. Maintenant, comme les écoles privées sont devenues très nombreuses, maintenant, quelques écoles privées sont viables, mais il y a d'autres qui ne sont pas viables. Maintenant, avec du travail que vous avez fait, on a plus d'écoles viables ou plus d'écoles non viables? Nous sommes plus sur les écoles non viables. Les écoles non viables. Dans ces écoles non viables, sont très nombreux par rapport aux écoles viables. Et c'est pour cela que pour quelques écoles qui sont non viables, nous avons demandé au chef d'établissement de fermer les écoles. Est-ce qu'ils ont fait ça? Oui. Moi, je peux donner des exemples. Par exemple, chez nous à Tchangou, nous avons fermé quelques écoles et nous avons transféré les élèves. Nous avons transféré les élèves dans les autres écoles. Ce n'est pas des classes pléthoriques que vous êtes en train de créer en fermant des écoles? Non. Il faut voir, par exemple, il y a d'autres écoles ou des écoles privées. Nous, par exemple, par les écoles privées non viables, nous les envoyons aussi dans des écoles privées. Dans des écoles privées viables. Pour permettre à l'enfant d'étudier dans de très bonnes conditions. Là, c'est des doubles vacations que vous créez ou vous faites comment? Pas double vacation. Pas double vacation. Par exemple, si ces élèves-là fuient de l'avant-midi, et nous les envoyons dans l'autre école qui est aussi de l'avant-midi. Bon. Dans l'avant-midi, mais je vais me faire comprendre. Si dans l'école, ils avaient déjà 30 élèves, l'école, disons, épée, je ne sais pas moi, la joie, avait 30 élèves. Vous fermez Épée Bolingani et vous emmenez les élèves de Épée Bolingani dans la joie là. Ce n'est pas des classes pléthoriques que vous êtes en train de créer. Vous êtes les garants de la qualité. Ce n'est pas la qualité que vous êtes en train de... Madame, je voulais un peu vous expliquer. Maintenant, vous savez qu'il y a l'État a pris des écoles en charge. Tout le monde est parti dans l'école de l'État. Vous allez voir dans les écoles privées, il n'y a pas beaucoup d'élèves. Vous allez voir parfois, dans une classe, il y a 10, 15. Mais or, dans une classe, on dit que on doit arriver à 30 élèves. Alors, quand tu vois une école qui n'est pas viable, qui ont, par exemple, 10 élèves, là, c'est 10, vous pouvez mélanger. Ça fait maintenant 20 élèves. Il n'y a pas un problème. Puisque vous-même, vous avez soulevé ce problème des écoles publiques devenues, des salles devenues pléthoriques. J'ai été dans une école dernièrement à Matungé. Des élèves étaient à même le sol, des classes de 70 élèves, première, deuxième, des classes de 70 élèves. Est-ce que vous faites également rapport à la hiérarchie de ces situations pour qu'on puisse voir comment décongestionner ces salles de classe? Des élèves de première, deuxième primaire, qui écrivent sur leur quiz, qui s'asseyent sur des briques,
qui ne savent pas écrire sur un banc. Ouais. Est-ce que c'est garantir la qualité de l'enseignement? Je sais que vous n'êtes pas là venu au nom de l'inspection, mais c'est votre travail au quotidien. Nous parlons de la trilogie, également de vos conditions de travail. Est-ce que cela garantit la qualité de l'enseignement? Oui, ça ne garantit pas, mais je suppose que nous sommes en train de parler, de conscientiser, et je suppose qu'ils vont prendre conscience et ils vont relever. Nous sommes en train de conscientiser les préfets, les directeurs pour qu'ils puissent aller... C'est plus au niveau de l'école primaire. L'école primaire, oui. Les directeurs de l'école primaire. Il a aussi des conseillers, tous ces gens-là. Nous sommes en train de faire la conscientisation pour ça. C'est une lutte pour nous. Aujourd'hui, vous vous plaignez quand même des conditions dans lesquelles vous travaillez, mais est-ce que vos conditions de travail vous permettent de jouer vraiment ce rôle de garant de la qualité de l'enseignement? Si on peut parler aujourd'hui des conditions, quelles sont aujourd'hui vos conditions de travail, mesdames? On accuse souvent l'inspecteur d'être facilement corruptible. L'inspecteur arrive dans une école pour contrôler. D'abord, l'inspectrice a marché à pied. L'inspecteur a marché à pied. Il arrive dans une école. En guise de transport, on lui remet peut-être le triple de ceux qui touchent à la fin du mois. Est-ce que son rapport, ou même le double, ou même peut-être ceux qui touchent à la fin du mois plus quelque chose, est-ce que ça permet à l'inspecteur de faire un rapport objectif par rapport à ce que vous faites? On va faire la ronde, mesdames. Oui, merci pour la parole. On nous accuse de beaucoup de mots. Ça, nous sommes convaincus, nous attendons ça beaucoup. Mais je vous rassure que nous, par exemple, moi, quand je pars dans une école, je prépare mon transport d'aller et de retour. Vous refusez le transport? Je refuse parce que c'est quelque chose d'insignifiant. 1000 francs, tu vas faire quoi avec? Mais il y a des écoles qui donnent $100. Non, mais j'ai la conscience que j'ai mon travail, je dois faire ça honnêtement. C'est pourquoi nous demandons qu'on puisse nous prendre en relais parce que nous travaillons honnêtement. Madame, je vous dis... Vous n'êtes pas nombreux, hein, qui refusaient le transport. Moi, je parle au nom de l'inspecteur. Si je parle, donc je suppose que mes amis aussi, comme moi, nous faisons la même chose. Je vous dis, je refuse les 1000 francs là. Parce que vous parlez de 1000 francs. Mais quand vous arrivez dans des écoles où on donne plus que ça, il y a des écoles où on vous remet une enveloppe dont vous découvrez le contenu seulement là où vous arrivez. Je vous dis franchement, on ne nous donne pas. C'est ridiculisant qu'on vous donne une enveloppe. C'est ridiculisant. Dans les écoles publiques ou privées? Parce qu'on accuse souvent les promoteurs d'écoles privées à problème. C'est ceux-là qui sont les grands donateurs. Que ce soit public ou privé, je vous dis que c'est ridiculisant. Que tu quittes chez toi et tu vas attendre les rapports, les salaires et les transports dans une école. Non. Mais nous allons travailler parce que nous avons l'amour de notre patrie. Madame Pauline. J'ai ri un peu, j'ai dit, nous travaillons, j'ai dit, pour l'amour de notre pays et de nos enfants. Si on comptait des 1000 francs ou des 4000 francs, des 5000 francs, ça ne dit rien. C'est dans les écoles publiques, hein? Oui, même dans les écoles, même dans les privés, il n'y en a pas, il n'y en a même pas. Au contraire, quand l'inspecteur travaille, est-ce que les inspecteurs font encore peur comme il y a quelques années? Oui. Nous travaillons, mais quand nous allons rendre compte à la hiérarchie, et nos rapports ne sont pas mis en compte. C'est ainsi que vous voyez, il y a toujours... C'est bloqué à quel niveau? Au niveau des IPP, au niveau des INSPOUL? C'est à quel niveau que vos rapports sont bloqués? J'ai dit, mais hiérarchie. Hiérarchie, c'est en général. Nous travaillons, nous rendons compte là où nous pouvons rendre compte, mais après, il n'y a pas de suite. Même les écoles qu'on a dit on a fermées ou quoi, après, vous allez voir que ça fonctionne toujours. Et qui a protégé, on ne sait pas. Donc, il y a des écoles fermées. Mais ça fonctionne toujours. Il n'y a pas de suite. Mais pourquoi on n'a pas sanctionné? Là, on ne sait pas. Madame Gisèle. Je peux dire, par exemple, chez nous à Tchangou, je vais dire, par exemple, chez nous à Tchangou, nous avons fermé les écoles et c'était exécuté. Jusqu'à présent. Mais quelle disposition vous prenez, par exemple, quand vous fermez une école non viable pour que le promoteur n'use pas de ruse pour revenir discrètement avec les élèves? Est-ce que vous placez des policiers? Comment vous faites?
nous déplaçons d'abord les élèves. La première chose que nous faisons, par exemple chez nous à Tchango, la première chose c'est de déplacer les élèves. Pour ne pas permettre aux promoteurs d'aller négocier. Nous procédons d'abord par déplacer les élèves. Et nous les mettons dans les autres écoles. Dès que les élèves sont dans les autres écoles, ils n'auront pas les moyens de négocier. Parce que nous allons convoquer les parents. Les jours suivants, nous convoquons les parents. Nous demandons à chaque élève, votre parent peut venir. Les parents arrivent, on leur explique que cette école ne va plus fonctionner. Et quand cette école ne fonctionne plus, ça signifie qu'elle ne paye plus le Minerval. Donc, à ce moment-là, les parents, qui est ce parent-là qui va accepter que cette école est fermée et je laisse mon enfant là-bas? Là, on parle du transport que vous refusez. Oui, mais on nous vous accuse également d'être les responsables des fuites des items, de percevoir l'argent lors de la préparation des épreuves certificatives, notamment l'examen d'État. T'en fait pas tellement, t'en c'est un nouveau-né, on n'a pas encore reçu des plaintes par rapport vraiment à ça, mais par rapport à l'examen d'État, les inspecteurs sont accusés d'être ces personnes-là qui passent nuitamment dans les maquis pour aller déposer les items, pour aller déposer les corrigés. On accuse même certains inspecteurs d'être ceux-là qui favorisent la tricherie dans les centres quand il y a... On parle de moins en moins des labos, mais quand même, on dit qu'il y en a quelques-uns qui favorisent quand même la tricherie, mesdames. Madame, merci beaucoup. Est-ce que vous me permettez de répondre un peu à la question de notre... Allez-y. Elle a dit des écoles qu'on ferme après. Quelques écoles qui ont été fermées. Elle n'a pas dit toutes, elle a dit quelques-unes. Toutes les écoles. Je voulais un peu éclaircir un peu la situation. On vous écoute, madame. Ça signifie quoi? Vous allez voir dans notre pays, il y a des politiciens qui ont ouvert des écoles. Moi, j'appelle ça des écoles maison. Alors, ils croient qu'ils sont au-dessus des inspecteurs. Donc, vous ne pouvez pas les toucher. Si vous les touchez, ça devient un problème. Ça devient maintenant un problème politique. Dans ce sens-là, je voulais... Madame, les conditions pour une école, pour qu'une école soit viable, vous êtes inspectrice. Ouais. Quand vous arrivez dans une école, qu'est-ce que vous devez trouver dans une école pour que cette école-là soit jugée de viable? Il faut l'arrêter, la notification. C'est les éléments très primordiaux. Les arrêtés, on a dit qu'il y avait beaucoup d'arrêtés aussi antidatés, des arrêtés, des faux arrêtés. Mais c'est ça, c'est pour dire que l'arrêté et la notification. Vous devez avoir ça. Vous devez aussi avoir des documents, par exemple, les lois officielles. Vous devez avoir tous ces documents-là. S'il n'y en a pas, c'est une école, moi je les appelle école maison. Donc, ce sont des écoles qui sont là pour rançonner de l'argent auprès des parents. Et si ce sont les politiciens aussi qui ont formé ces écoles-là, c'est vraiment difficile de les convaincre. Ils se croient déjà au-dessus parce qu'ils ont tous les monopoles. Mais comment vous procédez alors quand ces écoles-là, qui n'ont pas de documents, ces écoles-là présentent quand même leurs finalistes aux épreuves certificatives? Avant que les finalistes de ces écoles-là n'arrivent, vous passez pour vérifier les documents des élèves, vous vérifiez tout ça. Comment vous faites pour que ces écoles-là jugées de non viables... Si l'école est non viable, ils sont partis faire notre contrôle. Ces enfants-là deviennent automatiquement les autodidactes. Ils ne peuvent pas faire l'examen. Ça, c'est quand on a vu les inspecteurs se réveiller depuis que le ministre de l'EPST a dit année de la trilogie. On a quand même constaté que vous commencez à taper du poing sur la table, vous commencez à fermer les écoles. Mais à ces écoles qui existent depuis des années, vous avez reçu les candidats de ces écoles aux épreuves certificatives, Madame Pauline. Oui, mais la condition d'abord, Madame a bien dit, on voit les documents qui donnent l'accès à quelqu'un d'ouvrir l'école. Il y a aussi l'espace. Mais comment toutes ces écoles ont présenté les finalistes à l'examen d'État, au TENAFEP, depuis toutes ces années? Vous ne voyez pas que c'était des écoles qui n'avaient pas les bâtiments qu'il fallait, qui ne réunissaient pas toutes les conditions? Ou on peut dire que les inspecteurs dormaient, quand même, comme le disait le ministre, dormaient, ils viennent se réveiller. Madame Pauline termine, Madame Gisèle, vous allez répondre. Mais moi, je vais dire ceci que quand on veut donner l'arrêté à quelqu'un d'ouvrir l'école, il faut aller voir d'abord là où il va mettre son école. Qui doit faire ce suivi? C'est l'inspecteur. Ce n'est pas l'inspecteur, ce n'est pas l'inspecteur qui donne l'accès. Non, qui fera le suivi? C'est quand l'école démarre, qui doit faire le suivi pour voir que cette école fonctionne selon les normes et viable? C'est l'inspecteur, non?
C'est l'inspecteur. Nous ne faisons que les constats. Mais l'arrêté, ce n'est pas nous qui donnons. Donc, vous constatez déjà qu'une école a reçu toutes les autorisations, mais malheureusement, le bâtiment n'est pas viable. Ouais. Et ça met les élèves en danger. C'est comme l'hôpital. Quand quelqu'un veut mettre un studio là, on dit... Centre de santé, pédiatrie, maternité, voilà, chirurgie. Tout est là. Même la chirurgie. Est-ce qu'on peut comprendre? C'est comme ça qu'on voit une petite maison comme ça avec 10 options. Voilà. Madame Gisèle, je vous voyais très agitée là. Ça fait mal. Non, c'est presque que maman Pauline a déjà répondu. Mais le problème, c'est quoi? L'arrêté, ce n'est pas nous qui donnons l'arrêté. L'arrêté vient d'autres services. Oui. Et ces gens-là, par exemple, quand un inspecteur fait la viabilité de l'école, là, il regarde parce que nous appelons ça les C6. Et quand l'inspecteur constate, il dit non, cette école n'est pas viable, on ne peut pas ouvrir cette école, directement, il passe de l'autre côté. Et nos attributions sont volées. Vous comprenez pas? Hein? Oui. Donc, nos attributions sont volées. On nous a volé nos attributions. Nos attributions sont volées. Par exemple, ce que nous, on faisait avant, on nous avait arraché ça. On avait mis ça à la disposition de la sous-division. Et c'est la division urbaine qui dirigeait toute cette histoire-là. Je vois que madame est en train de dire que le document, c'est C5. Les C5, oui. Les C5. Et tous ces documents-là a été entre les... donc, c'est la sous-division nous avait arraché. Et c'est la sous-division qui dirigeait presque tout. Maintenant que notre ministre, Tony Mwaba, a compris que sous tous ces droits-là, c'est l'inspection qui doit les faire. C'est pour cela qu'il on vous a remis dans le non-vouloir. Et c'est pour cela que nous sommes en train de faire notre travail. Nous sommes maintenant en train de faire notre travail. Parce que vous avez parlé depuis longtemps, là, vous n'avez pas constaté cela. Ces écoles-là existaient, ça existait, mais on n'avait pas le monopole d'aller les faire. Maintenant, on nous a remis dans nos droits. Donc aujourd'hui, l'inspecteur peut arriver, constater que l'école ne réunit pas les conditions, faire son rapport et faire fermer l'école. Voilà. Ça veut dire que la trilogie est vraiment en train d'être fonctionner. On parle de trilogie qui fonctionne. Mais vous dites, depuis quelques mois, on vous voit primature, EPST, présidence de la République, sit-in, marche, déclaration à la télé, déclaration à la radio. Les conditions de vie et de travail de l'inspecteur ne sont pas bonnes. Aujourd'hui, mesdames, quelles sont les principales revendications des inspecteurs de l'EPST? Dans quelles conditions on doit vous mettre pour que vous puissiez bien accomplir votre mission d'évaluer, contrôler et former? Merci, madame, pour la parole. Jusque-là, inspecteur itinérant n'a pas de prime d'itinérance, comme je disais avant. Nous partons... Avant, ce n'était pas 1000 francs. Il y a quelques années, le ministre Maker Mongo me parlait de 1000 francs. Hein. Ça n'existe plus. Hein. Ça n'existe pas jusque-là. Nous n'avons rien, madame. Rien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi sert cette prime d'itinérance? Parce que cette prime d'itinérance, nous devons enlever notre transport. Nous devons faire les rapports. Nous devons photocopier. Ça veut dire que ça vous permet de circuler, d'aller dans les écoles. Dans les transports, nous devons photocopier nos rapports. Nous devons rendre notre rapport. Parce qu'il y a chaque étape, il y a chaque niveau, il y a un rapport que nous devons déposer. Au POU, nous devons déposer un rapport. À la province, nous devons déposer les rapports. À l'inspection générale, nous devons déposer un rapport. Sous-division, un rapport. Même, je crois aussi, même moi-même, je dois avoir aussi un rapport. Donc, nous avons 6 rapports. Donc, quand j'ai fait un rapport, je dois multiplier ça 6 exemplaires. Donc, c'est cet argent-là qui va nous aider à faire tous ces travaux. Argent que vous ne recevez pas. Que nous n'avons pas. Alors, comment vous faites vos rapports? Avec nos petits moyens-là, que nous avons un petit salaire-là qu'on nous donne, que nous avons été enseignants, jusqu'à aujourd'hui, ça nous poursuit. C'est ce salaire-là qui nous aide, qui nous permet quand même de faire quelque chose. Mais ça ne marche pas. Donc, nous avons aussi besoin de BA, qu'on appelle budget annexe. Donc, on ne nous donne pas jusque-là. Donc, notre salaire n'est pas décent. Donc, notre salaire ne nous permet pas, et le travail à la maison, notre famille, les enfants,
Donc, ça ne nous permet pas. C'est vraiment insignifiant. Et aujourd'hui, dans des provinces, il n'y a pas de frais de fonctionnement comme il se doit. Donc, vous allez voir les déséquilibres entre la province, sous-division, il y a des décalages, de l'injustice. Vous voulez dire que les PROVED ont plus nous que avons les IPP? C'est moins. C'est ça le problème. Les DIPROSEC viennent en tête. Il y a voilà. DIPROSEC, PROVED et puis l'IPP. Donc, vraiment, c'est insuffisant. Comme moi, je suis technicienne, je suis partie faire l'examen d'État. J'ai corrigé. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore payé. Ce que j'ai fait depuis le mois de... C'était avril 2021 jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi ceux de 2020 qui ne sont pas payés. C'était une affaire 2020-2021, c'est pas payé. Qu'est-ce qui bloque? L'IGF avait demandé, je crois, que on vous nous puissiez dit ouvrir que c'est des les comptes. finances et les budgets. Mais nous ne comprenons rien jusqu'à nous, ne comprenons rien. Ils jouent à quoi? Nous ne savons pas. Mais nous travaillons comme des robots, je peux dire. Parce que bientôt, là, on va faire encore l'examen. Nous allons corriger ou nous n'allons pas corriger? C'est ça la grande question. Madame Pauline, vos collègues n'ont pas toujours été payés depuis 2020. Mais il y a toujours eu des nouvelles éditions. Il y a eu une édition en 2021, une autre édition en 2022, une autre édition se prépare en 2023. Est-ce qu'avec ces arriérés, l'inspecteur va donner le meilleur de lui-même? Parce qu'on sait qu'il y en a qui sont internés, il y en a qui restent loin de leur famille durant des mois jusqu'à la fin du processus, notamment de l'examen d'État. Est-ce que vous travaillez comme il faut, sans vos primes, dans des conditions de travail un peu difficiles? Comme madame vient de dire, l'inspecteur, c'est un enfant orphelin. Nous sommes des orphelins. Madame, moi, quand je me vois, il y a des fois, je pleure. Parce que mes enfants ne vivent pas comme les enfants d'un inspecteur. Vous pouvez imaginer ça. Une inspectrice comme moi, je peux aller travailler, les cheveux sales. On est habitué maintenant de porter des bitambas comme des mamans de Kimbanguiste. On ne sait pas arranger même les cheveux comme d'autres femmes. Vous n'êtes pas payé? Ailleurs, il y a des inspectrices ailleurs, dans d'autres ministères. Mais ce sont des anges. Ce sont des anges. Mais il y a eu quand même, on dit qu'il y a eu une amélioration significative des conditions salariales à l'EPST. Il ne faut pas dire ça. Avec l'arrivée de la gratuité. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Ça... Qui ont bénéficié finalement de l'amélioration des majorations? Vous avez parlé, on ne sait pas qui a bénéficié. Les enseignants? Moi, je n'ai pas bénéficié de ça. Je ne sais pas. Les enseignants, pas les inspecteurs? Je ne sais pas. Nous, on n'a pas eu ça. On ne connaît pas ça. Nous, on travaille... Quand nous étions encore enseignants ou enseignantes, avec les fameux salaires-là, jusqu'à présent, c'est ça que nous bénéficions. Et vous savez, même les capitales des écoles nous dépassent. À quoi moi je peux me dire je suis chef? Et quand je vais ça veut dire que les personnes que vous êtes censés contrôler, les personnes que vous êtes censés former, oui, touchent plus que vous. Ce sont nos chefs en salaire. Nous sommes des subalternes. Mais qu'est-ce qui justifie ces écarts, Madame Gisèle? Nous ne le savons pas. On ne sait rien. Nous sommes des orphelins. Nous sommes des orphelins. Ce que Madame dit là est vrai. Nous sommes des orphelins. Nous souffrons. Nous souffrons plus que tout. Par exemple, je vais donner l'exemple. Un enseignant de l'humanité, il a son salaire, même salaire que moi, et après, il a son transport. Mais moi, je n'ai pas de transport. Je suis obligée de débrouiller. Mais vous êtes des hommes et des femmes de terrain. Nous sommes des femmes et des hommes de terrain. Parfois, vous arrivez comme ça dans une école, on te dit que, regarde un peu ces chaussures. On se moque de nous. Parce que nous sommes en train de souffrir, sérieusement. Et parfois, on nous manque même du respect. On nous manque même du respect. Vous arrivez quelque part comme ça, on te manque du respect, on te dit que mais moi, je te dépasse. Je fais ton vion, quoi. Vous ne faites pas des rapports par rapport à ce genre de... Chaque année, nous écrivons. Chaque année, dans nos rapports, nous avons A3, nous avons A4. Là où nous informons nos autorités. Voilà ce qui se passe sur le terrain. Voilà ce que nous sommes en train de vivre. On se moque de nous. Mais là, ça ne va pas. Vous n'avez pas de prime d'itinérance. Non. Mais vous êtes censé faire un travail de terrain. Mesdames, si à Kinshasa, vous n'en avez pas, à Bongandanga, là où les inspecteurs doivent également travailler, ça se passe comment?
Plus grave que nous. Plus grave que nous. Vous êtes en contact comme avec vos collègues Nous inspecteurs? sommes en contact avec dans nos... quelles conditions ces inspecteurs Dans les travaillent? conditions là, très difficiles plus que nous. Plus que nous. Ça veut dire? Il y a les inspecteurs qui font 20 km à pied. C'est pour cela que nous mourons chaque année. Donc, si j'ouvre maintenant dans le groupe des inspecteurs, vous allez voir. Quand vous ouvrez comme ça, vous allez constater qu'il y a un inspecteur qui vient de mourir. Parce que ça ne va pas. Un inspecteur qui fait, pas passion, maman, par l'amour du patrie. Mais en hommes réalité, comme les femmes parcourent... Les hommes parcourent 20 km, 15 à 20 km à pied. Vous voyez un peu ces conditions-là. C'est pour cela que nous nous sommes décidés de descendre à la rue et de réclamer nos droits. Vous êtes syndicaliste. Nous sommes syndicalistes pour ça. L'année vient de commencer. Mesdames, quels sont les objectifs que vous êtes fixés dans votre syndicat pour cette année? Qu'est-ce que vous comptez arracher du gouvernement? Qu'est-ce que vous comptez arracher des autorités pour l'amélioration de vos conditions? Parce que nous entendons, et nous entendons depuis l'instauration de la gratuité, on parle de l'amélioration de l'enveloppe salariale au niveau de l'EPST. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous êtes fixé comme objectif en 2023? Quel objectif vous voulez atteindre pour que l'inspecteur joue vraiment son rôle dans le contrôle, dans l'évaluation, dans la formation et pour que notre éducation retrouve sa qualité? Et nous voulons que l'inspecteur soit primé, qu'on nous donne nos droits. C'est notre droit. Madame, je vais vous donner une expérience. J'étais l'année 2020 à Kimvula. Dans le Congo central. C'est à peu près 250 km de Kisantu. J'ai vu un inspecteur qui quittait Kisantu pour aller travailler là-bas. Et la moto là-bas, Kisantu, Kimvula, c'est 150 000. Aller-retour, c'est combien? 300 000. 300 000. Il gagne combien? Il gagne combien? C'est moins C'est à vous de me répondre. Il gagne moins que ça? Vous connaissez déjà ce que nous gagnons, parce que nous sommes des négligés du Congo. Vous connaissez déjà la suite. Un inspecteur de l'intérieur gagne moins. Qu'on nous donne nos droits. Qu'on nous donne nos droits. Nous voulons qu'on nous remette, on nous prime, de nous mettre comme les inspecteurs de tous les ministères. Je vais vous faire rire, madame. Quand nous sortons comme ça, nous rencontrons les autres inspecteurs des finances et les autres là. On vous appelle des collègues. Oui, vous êtes les collègues. Nous sommes des collègues, agents de on rit et tout ça. Impossible. Dans des réunions, nous sommes des collègues. Et quand vous sortez à la rue, vous voyez, ils prennent leur jeep pour partir. Et toi, tu es obligé d'aller de chercher la moto. Peut-être que tu es là en train de traîner pour attendre que les autres... Parce que vous avez honte. C'est du ridicule. Donc, vous êtes là, vous êtes en train de faire des manœuvres de gauche à droite et tout ça pour vous permettre de partir. Et après, vous sortez pour emprunter votre moto et aller à la maison. Vous voyez un peu les choses pareilles. Vous voyez un peu à quel niveau que nous sommes. Alors que nous tous, nous sommes nommés par l'ordonnance présidentielle. Pourquoi l'EPST n'est pas indépendant? C'est ça, notre souci que notre Vous dépendez de quel ministère finalement? Nous dépendons de l'EPST. Et de la fonction publique aussi? Nous dépendons de la fonction publique. Mais de la fonction publique, mais pas comme les autres inspecteurs. Nous dépendons de la fonction publique, mais pas comme les autres inspecteurs. Quelle est la différence? La différence, c'est que nous dépendons de la secrétariat général de l'EPST. OK. De l'EPST. Au lieu de se dépendre comme les autres inspecteurs se dépendent de la fonction publique. Mais vous êtes un corps, n'est-ce pas? Nous sommes un corps. Nous devons être comme tous les autres inspecteurs. C'est ça notre souci. Nous devenir comme tous les autres inspecteurs. Nous devons chuter. Chacune va donner en 2 minutes sa conclusion, mesdames. Est-ce que vous pensez que l'inspecteur fait correctement son travail aujourd'hui, tenant compte de ses conditions de travail? Si oui, qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore? Sinon, de quoi vous avez besoin aujourd'hui dans l'administration, sur le plan administratif et sur le plan
financiers pour que nous puissions sentir que les inspecteurs se sont réveillés et que la qualité de l'enseignement a beaucoup changé. Nous commençons par vous, madame. Oh oui, merci, madame. C'est ce qui vous servira de conclusion également. Oui, merci, madame. Oui, je pense que nous travaillons, mais malgré que les conditions sont difficiles, mais nous donnons un peu de nous-mêmes avec l'amour pour nos enfants. Nous travaillons pour aider un peu ce sont nos enfants. Nous travaillons, mais les conditions sont difficiles. Nous croyons qu'avec ce travail que nous faisons difficilement, nos autorités penseront à nous et comme nous l'espérons toujours, qu'ils vont remplir aussi notre devoir. Moi, je crois que ça va aller. Vous continuez d'exiger le paiement de vos primes impayées depuis 2020. Nous allons continuer à exiger ces primes et je suis convaincue qu'ils vont nous les donner. Qu'est-ce qui bloque? On ne connaît pas, on ne comprend rien. Qui bloque? Oh, les pays nous appartiennent tous. Madame Pauline, votre conclusion. J'ai dit toujours les orphelins. En tant qu'orphelins que nous sommes, nous ne sommes pas considérés. Notre IG, je ne sais pas s'il est dépendant ou indépendant. Parce que nous sommes toujours dans la dépendance. C'est vous, les syndicalistes, défendez vos droits. C'est ça qu'on demande maintenant. Et puis, l'inspecteur n'a pas de survie. Comme vous venez de dire... vous n'êtes pas affilié à la MESP? MESP, c'est pour avoir des aspirines ou des paracétamol, c'est ça. Parce qu'il y a des ordres donnés par ailleurs. Si vous avez la fièvre, on vous donne seulement pas plus de médicaments de 10 000 francs. Si vous avez la fièvre, au moins que vous soyez grave pour mourir tôt. Donc c'est un peu compliqué. Donc votre prise en charge médicale n'est pas assurée? C'est assuré. C'était d'abord assuré, mais pour le moment, c'est un peu superficiel. La fonction publique, quand l'inspecteur maire aujourd'hui, au mois de janvier par exemple, au mois de juin, il est écarté. Et c'est tout. Les enfants restent vraiment orphelins des orphelins du monde. Ils ne reçoivent plus rien. Pas la rente, rien du tout. La rente des survies n'est pas versée. Rien sauf rien. Même la rente des survies n'est pas versée. Rien sauf rien. Rien. Nous n'avons pas de survie. C'est ça que nous demandons maintenant, que l'inspection soit indépendante. L'indépendance là que nous cherchons, peut-être nous allons aller de l'avant. Nous travaillons, normalement nous travaillons. Si nous ne travaillons pas, il n'y aura pas de lauréats. Mais vous réalisez quand même des recettes, non? Avec l'examen d'État, il y a l'argent qui entre. Nous réalisons des recettes, mais on ne sait pas. Ça va où? C'est comme si une maman qui prépare, mais elle-même a toujours faim parce qu'elle ne mange pas. Quand elle prépare, elle donne aux autres, elle est comme ça, comme un esclave. Madame Gisèle, vous avez terminé? Notre chef dirige quel papier? Il n'a pas le monopole de l'argent. Mais quand il y a examen d'État, TENAFEP, 85 000... C'est l'inspecteur qui est au four et au moulin. Vous mobilisez l'argent? Nous mobilisons les élèves payent, mais notre chef est là pour diriger les papiers. Mais vous n'avez aucun pourcentage dans les frais perçus? On ne connaît même pas la répartition. Qui gère? On ne connaît pas. Qui gère cet argent? Cet argent est géré. On ne sait pas. Vous pouvez même appeler notre chef, il viendra ici, il va vous dire qu'il est là pour diriger les papiers. La répartition, nous ne connaissons pas. Ça fait partie de vos revendications aussi? Ça fait partie de notre revendication. Nous devons connaître comment on fait la répartition de cet argent où on nous donne des miettes. Moi, l'inspecteur qui dirige le centre d'examen d'État, et on me donne les miettes. Sur les 85 000 qu'ont payé les élèves l'année passée, combien l'inspecteur a reçu? L'inspecteur ne connaît pas, maman. Ce que je vous dis est la vérité. La répartition, nous ne connaissons pas. On n'associe pas les syndicalistes. On n'associe personne. Même pas notre IG. Mais on est à plus de 10 000. C'est dans les combien? L'année passée, on avait combien de finalistes à peu près? Plus de 100 000, non? Non. Les finalistes payent, mais nous ne connaissons pas. Si ça passe où ça va où. C'est pour cela que nous demandons aussi que nous soyons indépendants. Parce que si l'inspecteur devient indépendant, peut-être beaucoup de choses vont changer.
C'est par ici que nous chutons. Notre souci est que nous puissions avoir notre prime. Merci beaucoup. Parce que nous sommes en train de souffrir, maman. Sérieusement. Nous sommes en train de souffrir. Vous vous déplacez avec vos propres moyens. Nous déplaçons avec nos propres moyens. Nous produisons les rapports avec vos propres moyens. Nous n'avons ni ordinateur, ni imprimante, ni photocopieuse. Rien. Rien du tout. Alors que l'inspecteur doit avoir tous ces matériels-là complets. Mesdames, je vois que vous avez beaucoup à dire. On aura peut-être l'occasion de vous recevoir une prochaine fois pour parler encore plus. Nous recevions dans cette émission des femmes syndicalistes de l'inspection de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Nous avions sur ce plateau Madame Pauline Mulenda, trésorière provinciale Kinshasa-Moamba, Gisèle Sessama, trésorière nationale, Madame Francine Ansobi, conseillère au niveau national. Elles sont toutes trois inspectrices à l'EPST et membres du syndicat des défenses des droits des inspecteurs de l'EPST, SIDEDRI en sigle. Avec elles, nous avons parlé des conditions dans lesquelles travaillent les inspecteurs à l'enseignement primaire, secondaire et technique. On a un peu parlé aussi des conditions des femmes syndicalistes ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ce magazine se termine par ici. Merci à Isabelle Moengo qui nous a aidé dans la préparation de cette émission, Miguel Mena qui a coordonné, Patrick Mungongo qui a assuré la prise de vue, Jacques Ndinga qui était à la prise de son. Merci à vous, fidèles auditrices, auditeurs et chers amis internautes, de nous avoir suivis. N'oubliez pas, le rendez-vous, c'est tous les samedis après le journal de 13h et tous les dimanches après le journal de 19h. Nous nous retrouvons à très bientôt pour un prochain numéro. Merci à tous. Prime des intervenants à l'Exeda et au TENAFEP impayés depuis 2 éditions. Dans quelles conditions travaillent les inspecteurs de l'EPST? Le débat au féminin en parle avec Gisèle Sessama, Pauline Mulenda, Francine Anso, toutes inspectrices à l'EPST et membres du syndicat des défenses des droits des inspecteurs de l'EPST, SIDEDRI en sigle. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion dimanche après le journal de 19h.